Cette semaine au Balado, retour sur la conférence « A-t-on raison d'avoir peur » du 27 mai dernier, Dr Fauci et les mesures sanitaires, l'entrevue de Jérôme Blanchet-Gravel avec Carl Zéro, la stratégie de la victimisation de Donald Trump, sans oublier le grand enjeu de la semaine. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue à votre Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média. Je suis Francis Denis en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour Francis. Notez que l'ensemble des sujets discutés au cours de ce balado sont également traités en format écrit sur le site web de Libre Média au www.libre-media.com. Alors, pour commencer le podcast de cette semaine, Jérôme, j'avais pensé que ce serait intéressant de revenir sur la conférence du 27 mai dernier, conférence dont tu étais un des principaux artisans, puisque toi-même et Jean-François Caron, professeur de sciences politiques au Kazakhstan, étiez réunis sur la scène dans une salle comble où plus de entre 140 et 150 personnes étaient réunies pour vous entendre discuter et de répondre à la grande question, a-t-on raison d'avoir peur? Alors, parle-nous un peu de comment a été ton expérience. Très bonne. Je suis très content, très satisfait de ce premier événement organisé par Libre Média. C'était le premier d'une longue série d'événements parce qu'on a senti très nettement, et tu étais l'animateur, je pense que tu l'as senti aussi, vraiment un appétit pour ce genre de sujet, de thématique, pour l'angle avec lequel on les aborde aussi. Donc, moi, ce qui m'a surpris un peu, entre guillemets, c'est à quel point les gens ne se tannent pas, en fait, d'avoir des informations, de recevoir des informations d'un certain niveau, sans vantardise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis demandé, est-ce le public va-t-il être assommé quand on a commencé à parler, par exemple, de la politique internationale, tout ça, il y avait quand même du contenu, disons, un peu théorique. Et non, pas du tout. Le public est averti, le public est lui-même informé, le public est lucide. Donc, il y a vraiment au Québec une volonté chez les gens en général de mieux s'informer, de ne pas se contenter de ce que leur offre les médias traditionnels. Donc, il y a vraiment une volonté de sortir un peu de la médiocrité intellectuelle, médiatique, etc. pour, s'abreuver de nouvelles sources d'informations. Je suis très content. Puis, les gens en ont redemandé, en fait. C'est une conférence, tu le sais, qui a duré 2h30 environ. Donc, il n'y a pas eu de moment vraiment là où les gens fatiguaient ou quoi que ce soit. Donc j'ai pas sous-estimé notre propre public, mais c'était par moments, ça ressemblait des fois parfois même à un cours d'université. Donc surtout quand Jean-François Caron qui est un professeur, donc qui a un côté très didactique. Et évidemment, il y a eu des blagues, ça a été amusant. La conférence d'ailleurs est disponible sur notre site pour les abonnés de Libre Média en exclusivité. Mais c'est ça qui m'a un peu, en fait, c'est ça. Non seulement un peu surpris, mais ça me réjouit, en fait. Donc, je suis très content. Puis, les gens aussi, je pense que la réaction est bonne. Les gens sont venus nous voir, sont venus nous rencontrer après et avant. Puis, c'est clair que, disons, on a testé le marché d'une certaine façon. Et le résultat est positif. Oui, mais c'est sûr que parce que c'est justement Libre Média, c'est un média en croissance, donc on grandit avec notre public d'une certaine façon. Donc c'est sûr qu'il y a des décisions de prime abord qui doivent être prises. Puis une de celles-là, puis c'est intéressant parce que j'en discutais avec quelqu'un hier soir justement sur les grandes orientations. Certains et lui-même s'intéresse à ces questions très poussées. Et bon, il dit, vous êtes très, très intello d'une certaine façon, etc., etc. Et là, il me disait, mais lui-même, ça l'intéresse, mais il dit, bon, vous pourrez pas atteindre nécessairement un grand public en faisant ça. Et là, j'ai répondu, non, je crois qu'il y a une soif, là. Je pense que les gens, en général, ou le public auquel on veut s'adresser d'abord, et on veut en attirer des nouveaux par la suite, les gens sont un peu tannés de se faire considérés comme des moins que rien ou des enfants à garder ou des gens qui sont pas capables de comprendre ou faites ça pour le grand public là. Il faut être grand public. Ouais, le grand public, as-tu déjà
créer quelque chose d'intéressant, là? Est-ce que le grand public a déjà réalisé quelque chose qui valait la peine au sens où c'est une grande masse amorphe que l'on considère comme étant un peu retardée, là? Donc, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans cette conception, disons, mainstream de ce qu'on considère comme étant le grand public. Puis nous, on essaie justement de dire que cette vision-là, elle est fausse. Non, le grand public, il y a des gens qui recherchent quelque chose qui va élever le débat. Et avec ces gens-là, main dans la main, nous allons élever le débat national. Ouais, ben tu le formules autrement. Effectivement, j'ai quelquefois peur que Libre Média soit trop intello pour effectivement ce qu'on appelle le grand public. Mais en même temps, c'est ça, on sous-estime le grand public. Et cette notion-là, peut-être justement de grand public, nous amène, disons, à niveler vers le bas. C'est donc, tu sais, toujours le grand public, est-ce que ça veut dire le monsieur et madame tout le monde, là, c'est une expression absolument exécrable que je suis pas capable de supporter. Et il y a aussi cette espèce de prétention, finalement, ou de il faut s'abaisser finalement au grand public, et comme si dans le fond c'est ça, il fallait baisser le niveau en fait pour rejoindre tout le monde. Évidemment, comme il y a des notions qui restent plus théoriques, et des fois il faut que les gens aillent consulter Internet ou tu sais, quand on parle par exemple de réel politique, je sais pas, tu sais, les gens peuvent faire une recherche rapide, mais les gens sont capables, ils sont tout à fait capables de faire ces exercices-là et de nourrir leurs pensées, etc. Donc non, de toute façon, il y a une niche quand même bien qu'on irait, que ce soit, même si c'est un peu vrai, puis qu'il y a des gens qui, ne seraient pas intéressés par ce genre de ton-là, mais il y aurait quand même une part de marché, je pense, qui est suffisante pour Libre Média au Québec. Puis on fera avec aussi ce marché-là, mais il faut pas sous-estimer, il faut pas partir de l'idée que les gens sont imbéciles et que finalement il faut y aller de la manière la plus vulgarisée possible jusqu'à la vulgarité, parce que c'est un peu ça le risque. Hein. Et les grands enjeux justement dont on discute font partie d'un peu de ce climat de réduction de la hauteur du débat au Québec, qui fait en sorte qu'on s'occupe pas de ce qui est la priorité qui concerne véritablement les gens, et passe inaperçu parce qu'on est nous sommes submergés d'informations qui sont pas importantes, et donc ça nous empêche de s'occuper de ce qui des vraies choses qui nous concernent. Donc maintenant, d'une conférence comme celle-là, on a pu rencontrer concrètement les gens et tout ça. Donc la rencontre avec les abonnés ou ceux qui suivent Libre Média, comment est-ce que ça t'a parle-nous un peu de cette expérience de contact personnel. Ben, c'est toujours le fun de rencontrer des gens et qui nous apprécient, qui nous suivent, qui nous soutiennent. Il faut le faire, il faudra le faire même plusieurs fois par année. Donc évidemment le numérique, c'est une chose, mais ce qu'on appelle encore aujourd'hui, qu'on appelle depuis la pandémie le présentiel, reste fondamental. Donc tu sais, il y a quelque chose aussi qui relève de l'expérience, de l'humain. Et c'est pour ça que il y a des événements où les gens peuvent se voir en chair et en os, c'est important, là. Donc non, j'ai toujours le fun, puis je pense que les gens le voient. Tu sais, je prends le temps, là. Toi aussi, t'as pris le temps. Puis les gens peuvent venir nous parler tout le temps qu'ils le souhaitent. Puis il n'y a aucun problème. On a signé des livres aussi. Puis non, c'est agréable parce que aussi, les gens ont des choses à dire, hein, qui diraient pas toujours non plus sur les réseaux sociaux. Donc, tu sais, des petites confidences à droite, à gauche, comment ils voient le Québec. Ça les encourage de voir effectivement qu'il y a des gens comme nous qui essayons d'élever le niveau. Ce qui reste important, Francis, puis toi, quand tu es arrivé à Libre Média, c'est ce que tu as amené aussi, toute la dimension vraiment vidéo, c'est-à-dire élever le niveau, mais tout en gardant un éventail assez large de diffusion, là, c'est-à-dire un éventail de sujets, de thèmes, de styles, moyens, même de la production. Vidéo, l'écrit, l'audio. Ça, par contre, c'est fondamental, de rejoindre un peu, d'avoir que tous les goûts, finalement, se reconnaissent là dans notre éventail de choix. Puis il y aura peut-être d'autres formats qu'on va développer à l'avenir, peut-être des capsules plus brèves. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut développer, mais le niveau, lui, doit toujours être là, que ce soit audio, que ce soit vidéo, que ce soit écrit.
Ça, il faut que... mais ça fait partie de l'ADN de Libremédia, dans le fond, c'est-à-dire, et les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent, c'est-à-dire la critique de cette médiocrité intellectuelle, culturelle, médiatique, etc. Il faut s'y attaquer, il faut élever la barre. Et donc, ça ne serait pas Libremédia, en fait, si on se mettait à faire l'espèce de fast-food médiatique ou en gardant notre ligne éditoriale, mais en offrant un contenu qui est comment dire, là, qui relève un peu de la pas de la restauration rapide, là, mais de la je sais pas, de la rédaction rapide, appelons ça comme ça. Mais justement, pour citer le professeur canadien Feu Marshall McLuhan, le medium is the message. C'est que le média, c'est le message. Lui, il faisait une équivalence. Moi, je relativiserais un peu les choses, mais le média, fait partie du message. C'est quelque chose d'extrêmement important au message. Et si le média ou la manière qu'on présente les choses n'est pas appropriée ou ne reflète pas la vérité ou la véracité de ce qu'on dit, mais c'est sûr que ça fait une dissonance cognitive. Donc, vous pourriez prendre la plus grande vérité du monde ou la plus grande théorie, la plus belle, mettons E égale MC2, et si on la présentait d'une manière inadéquate, elle n'aurait pas l'air vraie, donc personne n'y croirait. Donc, il faut avoir des instruments de communication qui sont appropriés à disons à la qualité du message et à la qualité de l'information dont on veut se faire les porte-paroles. Donc, je pense que ça fait partie de l'ADN de Libremédia désormais depuis qu'on a commencé l'ensemble de ces productions vidéo, commençant d'abord, on pourrait dire par le documentaire post-mortem qu'on a réalisé ensemble. Ça a vraiment fait une différence et là, ça s'est dit, ah oui, les nouveaux médias sont il y a quelque chose qui s'en vient, là. Il y a quelque chose de grand qui s'en vient. C'est en train de se développer. C'est un mouvement, une vague qui commence à déferler. On est peut-être un peu en retard, entre guillemets, au Québec, puisque ça fait longtemps que, par exemple, aux États-Unis ou dans la France aussi est un peu en retard à ce niveau-là. On est peut-être égal à eux. Mais disons, dans le monde anglo-saxon, ça fait longtemps que c'est développé. Et donc, nous, on essaie de se mettre dans ce mouvement de professionnalisation des nouveaux médias. Donc, les nouveaux médias, ils sont peut-être plus petits que les médias traditionnels hérités du passé, mais ils sont, par cette petitesse, entre guillemets, ils sont plus innovants, ils sont plus souples, sont plus capables de s'adapter, sont capables d'innover, d'aller là où l'information ne pourrait pas. D'un côté, on est plus ouvert à des informations dont dans les médias traditionnels sont assez hermétiques. Ils ne veulent pas s'en occuper parce que ça fait pas partie de leur ligne éditoriale ou ça fait pas partie de la petite gang de chroniqueurs ou de ce genre de choses-là qui se sont créées autour d'eux, ou ça fait pas partie des subventions, ou disons que si jamais on commence à couvrir des choses comme ça, les gouvernements vont nous voir comme suspects, et donc les subventions présentes ou à venir, parce que là, on le voit au Canada, il y a des développements qui se font à ce niveau-là. Par exemple, cette semaine avec Trudeau et son gouvernement qui veut encore une fois redistribuer à partir des profits des grandes plateformes comme Netflix et tout ça. Donc, il y a un vent de fond gouvernemental de tentatives de prise de contrôle. On le voit par les subventions et par la désuétude des anciens modèles. Donc, nous, ce qu'on essaie, c'est sûr qu'on est à contre-courant de cette comment je pourrais dire, de cet immobilisme ou de cette volonté de garder le pouvoir entre les mains de ces anciens médias. Mais en même temps, ça nous donne beaucoup plus de souplesse parce qu'on n'est pas enfermé dans une panoplie de réglementation, entre guillemets, de syndicats ou de conventions collectives ou de ci ou de ça, qui fait en sorte que la production est toujours extrêmement coûteuse. Donc, on n'est plus aujourd'hui avec les nouvelles technologies, avec l'informatique, l'automatisation, les caméras, etc., etc. On est cette professionnalisation de l'information est accessible à ceux qui s'en donnent la peine. Et je pense que Libremédia s'insère dans cette volonté. Et nous, on travaille d'arrache-pied pour donner la meilleure information, la meilleure qualité de production à nos abonnés. J'en profite quand même pour dire que ça a un coût quand même, tout ça. Parce que oui, on est plus souple. Oui, on profite, disons, de, comment dire...
du fait que aussi la technologie, là, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus avec beaucoup moins avec la technologie, c'est-à-dire que là où ça prenait 5-6 personnes autrefois pour faire un tournage, essentiellement, toi, Francis, tu vas faire ce que faisaient 3-4 personnes sur un plateau de tournage, là. Donc, évidemment, ça nous permet d'économiser en fait beaucoup là, et d'économiser par rapport à l'ancienne façon de faire, mais si on regarde les nouveaux médias ou disons les nouveaux standards de production, on est actuel, c'est-à-dire nous sommes actuels, nous sommes où nous devons être, où est l'industrie aujourd'hui, tandis que eux, les anciens médias sont dans ce qu'était l'industrie, et donc c'est pour ça qu'ils ont de la difficulté à être productifs avec tous les moyens qu'ils ont. Là, on parle de milliards de dollars et on a une qualité de production et dont les faibles codes d'écoute sont le reflet de la qualité. Donc on a affaire à deux modèles, mais je pense que au niveau de la qualité de l'information, de la qualité de la production, de la résonance chez la population, je pense que cette insertion dans ce nouveau modèle qui est en train d'apparaître est une condition sine qua non. Oui. Mais j'ajoute quand même, c'est ça, que malgré ça, abonnez-vous, 4,99$ par mois. On vous invite quand même à vous abonner parce qu'il y a des défis économiques à Libremédia, parce que, tu sais, arriver avec, un modèle, comme tu dis, qui est souple, dynamique, etc., mais reste qu'il y a des coûts, on paye des journalistes, on a des correspondants, on a des envoyés spéciaux. Évidemment, tout le monde reçoit pas les cachets de la direction de Radio-Canada, etc. Là. Comprenez, on essaie quand même de rester économe, mais tout ça a des coûts. Il faut se déplacer, etc. Il faut, c'est ça, on a des pigistes, on a évidemment quelqu'un à l'informatique qui est derrière toute la coordination des plateformes. Les réseaux sociaux, il y a quand même... C'est à la fois petit et gros, Libremédia. Donc, des fois, il faut le rappeler aux gens parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont accès au contenu sur YouTube et qui reste gratuit. Enfin, tout le monde a accès au contenu sur YouTube qui est gratuit, mais la liberté d'expression a un coût. Et pour continuer, il va quand même falloir qu'on continue à avoir des soutiens. Puis, donc, en tout cas, on vous remercie, chers auditeurs, d'être pour la plupart abonnés, mais tout ça a un coût, donc c'est ça. Donc nous on a fait le choix de pas être dépendant de l'État, mais pour ça nous prend des soutiens qui sont des individus libres et éclairés. Tenez-vous là pour dire, chers auditeurs, méfiez-vous de ces médias qui pensent que vous êtes plus stupide que vous l'êtes, et méfiez-vous de ceux qui reçoivent des subventions. C'est ce que nous retenons, et nous invitons évidemment nos auditeurs à vous abonner en visitant le www.libre-media.com pour la modique somme de 4,99$ par mois, et ce qui vous donnera accès notamment à cette conférence du 27 mai qui a été captée dans son intégralité et qui est disponible en exclusivité aux abonnés de Libre Média, et c'est ce dont nous avons pu parler ensemble aujourd'hui. Et deuxième sujet, Dr Fauci. C'est intéressant parce que justement sur cette ce déploiement de ce récit autour de la COVID-19, on a des péripéties qui se produisent vraiment à tous les jours. Donc on continue à approfondir ces sujets-là. Et donc dans un article publié sur Libre Média ou libre-media.com, on a un article qui a été très populaire, qui a tourné beaucoup sur les réseaux sociaux, à l'exception des plateformes du groupe Meta, où est-ce qu'on est toujours bloqué avec l'ensemble des médias canadiens. On parle justement de ce Dr Fauci qui était un peu le maître d'œuvre des mesures sanitaires aux États-Unis et qui est en hearings ou il est en train de parler devant justement des congressistes là aux États-Unis, et qui d'une certaine façon avoué que la distanciation et le masque n'étaient pas appuyés sur des études scientifiques. Ouais, ben écoute, le jeu de domino est en train de tomber là, c'est-à-dire que on s'en doutait. Petit à petit, on a vu que de plus en plus, tout le récit, comme tu dis, est en train de s'effondrer comme un château de cartes. Et là, c'est pire que jamais, là, c'est-à-dire que on avait entrevu, c'est-à-dire qu'on a eu ça fonctionnait par étapes, là. Et là, c'est comme la cerise sur le gâteau qui est en train d'apparaître. On peut dire
Écoute, le docteur Fauci, effectivement, qui avoue tout bonnement, dans un style nonchalant et désinvolte, encore ce qu'on appellerait ici une commission parlementaire, que les règles de distanciation sociale, qui ont été appliquées dans de très nombreux pays, même dans les pays du tiers-monde, où on le respectait pas vraiment, mais disons que ça guidait quand même, si on peut dire, ça orientait plus ou moins là, comment je dirais ça, parce que les gens c'est beaucoup dans le paraître là, dans les pays du tiers-monde, mais quand même ça faisait partie un peu du décor. Bref, ça a été tout le monde a suivi ça, ces fameuses règles de distanciation, et on apprend qu'il y avait encore une fois aucune étude scientifique. C'est vraiment incroyable. Et même la vaccination des enfants aussi, qui n'auraient pas vraiment de fondement scientifique. Donc, le récit, c'est ça, est en train de s'effondrer complètement. Et on continue de faire un peu à semblant qu'on reçoit pas ces informations-là, parce que cette nouvelle-là n'est pas apparue vraiment dans les grands médias. En tout cas, elle n'a pas été commentée non plus. Il y a Stéphane Bureau, je pense, qui a effleuré le sujet parce qu'il s'est penché à Cube Radio sur les origines de la pandémie. Évidemment, la fameuse fuite de laboratoire qui au début était considérée comme théorie complotiste, et Fauci qui lui-même admet qui avait admis déjà en janvier dernier que c'était quand même plausible, mais qui se méfiait des théories complotistes. C'est-à-dire, il nous dit que finalement, c'est une théorie à considérer, mais il faudrait faire attention qu'elle ne vire pas aux théories du complot, mais parce que là, c'est un complot ou c'est la réalité, là. Donc, tu sais, il est quand même un peu, disons, il reste un peu réfractaire finalement à admettre quand même toute la vérité, là. Mais écoute, c'est énorme. Mais les gens, on dirait qu'ils sont plus vraiment... En tout cas, il y a une partie de la population qui ne s'intéresse plus vraiment au sujet. Peut-être s'est jamais vraiment intéressé au sujet, s'est contenté de suivre les règles du gouvernement. Mais vous comprenez, là, quand je dis que les règles de distanciation, il y en avait même de manière très superficielle au Mexique. Personne les suivait, mais ça faisait quand même partie du décor. Donc, partout dans le monde, on a appliqué des règles qui n'avaient aucun fondement scientifique, là. Je sais pas si vous voyez quand même la gravité de la chose, mais en termes de gravité, c'est rare qu'on voit ça même dans l'histoire, là. Ouais, c'est ça. Puis il y a toute la question de la théorie du complotisme, la théorie du complot, c'est toujours difficile d'en discuter, mais je pense que ici à Libre Média, on est capable de faire de prendre le taureau par les cornes. C'est une notion qui est à la fois vraie et fausse, c'est-à-dire que le complotisme au sens strict, même au sens juridique, existe dans les différents édifices juridiques. Mettons, on prend le code criminel, il y a gangstérisme, il y a complotisme au sens où est-ce qu'on essaierait de faire un complot pour renverser un gouvernement et tout ça. Ce sont des crimes réels. Donc, même le système juridique canadien dans plusieurs pays reconnaît l'existence de cette réalité du complot. Donc maintenant, est-ce que ce complot-là, c'est la question, je pense que de l'applicabilité du concept de conspiration disons, et l'ouverture de son application. C'est-à-dire, est-ce qu'on de cette définition juridique du complotisme, est-ce qu'on commence à élargir ou à rendre un peu plus conflue cette notion-là pour englober le plus de personnes possible et discréditer l'interlocuteur qui en utilisant cette formule. Mais comment est-ce que tu vois ça, toi, le complotisme en lui-même, là? Est-ce que tu vois ça comme quelque chose qui parce qu'on voit ça dans les réseaux souvent, c'est-à-dire encore une fois, les complotistes avaient raison. Encore une fois, bon. Donc, qui sont les véritables complotistes selon toi, et comment distinguer ce groupe qui exagérément voit du complot partout en pensant que les gouvernants, les politiciens ils sont vraiment en contrôle et ont tout prévu et sont en train d'essayer de manipuler l'ensemble de la planète. Cette vision-là du complotisme un peu vulgaire ou disons naïve versus une véritable comment je pourrais dire, un complotisme qui aurait plus d'assises dans la réalité, là. Ben, le complotisme, je vais surprendre, mais existe. C'est-à-dire, c'est quand même un courant de pensée qui est né dans la foulée de ce qu'on a appelé en France et ailleurs le complot judéo-maçonnique, là. En tout cas, l'idée du complot judéo-maçonnique. Bon, encore là, il y a des nuances à faire parce que dans une entrevue, on va en parler tout à l'heure,
avec Carl Zero, ce journaliste français me disait que bon, les francs-maçons avaient effectivement une certaine emprise sur la société française, et je le croirais, on en connaît des francs-maçons très connus là, qui appartiennent à l'élite. Mais avant la pandémie, effectivement, il y avait plus que les germes, là, il y avait carrément une sorte de courant, de relents d'antisémitisme. Enfin, pour te répondre clairement, je dirais qu'on reconnaît les vrais complotistes à leur penchant antisémite. Parce qu'il est vraiment au cœur du véritable complotisme. Puis vous comprenez à quel point je n'adhère pas évidemment à cet amalgame ridicule qui considère comme complotistes tous ceux qui ont critiqué la gestion de la pandémie. Là. Je suis absolument pas là, puis je pense que les gens l'avaient déjà compris. L'étiquette complotiste dans 95% des cas depuis la pandémie est appliquée de manière ridicule, de manière injuste, etc. Parce que c'est un peu une étiquette qui avait remplacé l'étiquette de raciste. Tout d'un coup, tout le monde était raciste, tout d'un coup, tout le monde était complotiste. Du jour au lendemain, c'est-à-dire on était passé de raciste à complotiste, une étiquette qui était encore plus englobante que celle de raciste ou d'extrême droite. Donc, on a appliqué on a distribué cette étiquette exactement de la même façon qu'on distribuait l'épithète de raciste ou de suprémaciste, etc. Sauf que, malheureusement, et là, on l'a encore vu avec l'élection de Mme Claudia Sheinbaum cette semaine, où il y a des gens sur le web, je sais pas qui, là, qui ont commencé à dire que, bon, Mme Sheinbaum, dont j'ai analysé toute l'élection avec toi lundi, c'est disponible sur YouTube. Là, aujourd'hui, on se penche sur d'autres choses, mais... Oui, il y a des beaux commentaires, justement, sur son sionisme ou son appartenance à une grande conspiration de contrôle sioniste. Là, on retrouve ça des fois sur les commentaires, c'est un peu drôle. On apprend que Mme Sheinbaum serait la candidate juive de l'État d'Israël, parce que Mme Sheinbaum, effectivement, est de confession juive, mais des Juifs au Mexique, ça date pas d'hier. Puis les mêmes que je dirais que je veux faire attention, mais je pense que les Juifs mexicains sont dans les Juifs les plus intégrés. Et là, je suis pas un reproche que je fais aux Juifs orthodoxes, etc. Là, chacun suit son culte. Évidemment, on peut critiquer certaines personnes qui restent en retrait de la société. Mais les Juifs mexicains sont des Juifs, disons, très, très, très mexicains. Là. C'est-à-dire, certains vont jusqu'à manger du porc, etc. Là. Donc, je sais pas quel genre de vision ils ont, les gens sur les réseaux sociaux, là, de Sheinbaum, qui appartient à un parti qui est lui-même hostile à Israël. Non, mais tu sais, vraiment, là, on dit n'importe quoi ici. Là. Pas si vous comprenez, Morena, c'est un parti de gauche, la gauche latino-américaine qui veut rompre avec Israël, et tout d'un coup, ce serait la candidate juive d'Israël. Ça serait peut-être même la candidate du Forum économique mondial, parce que t'es un peu LGBT. Ça c'est vrai que, comme je l'ai dit dans l'entrevue avec toi lundi, il y a une percée du wokisme en Amérique latine, que je déplore, qui correspond pas du tout à la réalité, aux mœurs locales, etc. Donc, il y a une forme de colonisation idéologique en Amérique latine. La gauche se fait un peu attraper par ça. Mais là, on parle d'un parti, Morena, et je l'ai bien expliqué lundi, qui a 90% des médias ados. Donc là, expliquez-moi comment on peut être la candidate d'Israël, la candidate du Forum économique mondial et avoir 90% du système médiatique contre soi. Honnêtement, je ne sais pas comment on peut faire ça, mais ça prend toute une gymnastique. Là. Non, mais tu n'as pas compris qu'elle contrôle tout et c'est une apparence de conflit. Oui, mais dans la vérité, tout le monde est ensemble. C'est ça, c'est fantastique. C'est dans le fond, que ce soit logique ou non, c'est toujours de la stratégie finalement, une tactique ou de la c'est du camouflage, hein, finalement. Donc, quand même bien que tu sois dans un parti qui est contre Israël, ben, tu es en train d'infiltrer un parti anti-Israël pour le faire devenir pro-Israël. Donc tout est bon, là, gauche, de gauche-droite, noir ou blanc, peu importe, là. Ouais. Qu'elle soit à la tête d'un parti qui est indigéniste, c'est-à-dire un parti qui a pris le parti des Autochtones contre une élite blanche bien représentée à Mexico, parmi lesquels les gens de Polanco, les gens comprennent rien. J'ai quand même, là, ça Polanco, qui est un des quartiers les plus riches de Mexico, a certainement pas voté Morena. Là. D'ailleurs, la ville de Mexico est très hostile à Morena parce que la ville de Mexico est riche, elle est plutôt blanche dans les quartiers centraux. Donc, en fait, Claudia Sheinbaum a probablement 80% de la communauté mexicaine juive ado, là. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Là, vraiment, je sais pas quel gourou du web a lancé ça, mais ça m'a beaucoup choqué parce que là, j'ai vu que il y avait des gens, il
faut l'admettre, oui, malheureusement, c'est comme les racistes, c'est-à-dire tous les gens au Québec qui sont pour la laïcité ne sont évidemment pas racistes, mais tu as toujours 2-3% de monde vraiment gênant. C'est vrai à gauche comme à droite d'ailleurs, parce que les gens à gauche qui sont gênants, on n'en parle pas. Tu sais, Québec solidaire, qu'il y a des gens qui sont stalinistes, on le dit pas. Mais évidemment, dans chaque mouvement politique, ben, tu as des gens gênants. Fait que chez les gens qui ont critiqué les mesures sanitaires, malheureusement, tu as un 2-3% très gênant. C'est un petit noyau dur. Et pour te répondre encore une fois, je pense qu'on reconnaît le véritable complotisme à sa dimension antisémite et que c'est pas de dire aujourd'hui qu'Israël est parfait. Évidemment, Israël s'est fait piéger, on le sait, par le Hamas, et là, il est en train de se mettre à dos même des alliés. En tout cas, c'est très graduel. Donc Israël n'est évidemment pas un enfant de cœur, et d'ailleurs aucun enfant de cœur peut survivre au Moyen-Orient, donc ni chez les chrétiens, ni chez les juifs, ni chez les musulmans. Tout ça est extrêmement complexe et lourd historiquement, etc. C'est plein de douleurs, c'est très compliqué le Moyen-Orient. Mais c'est ça. Donc, il y a malheureusement certaines personnes qui adhèrent à une forme de récit. En fait, c'est comme un contre-récit. Autant des gens ont adhéré au récit pandémique et ont embrassé les mesures sanitaires, autant d'autres personnes suivent d'autres récits. Le récit du complot judéo-maçonique, malheureusement, et qui a été analysé par Pierre-André Taguieff dans en tout cas au moins 2 livres, là, est encore structure encore une partie de ce qu'on voit dans l'imaginaire populaire, sur les réseaux sociaux en particulier. Donc, mais psychologiquement parlant, là, pour le phénomène du complotisme, c'est parce que des complotistes faux, c'est-à-dire des volontés de trouver, de trouver des intérêts communs et d'en faire un seul bloc comme si tout était prévu. Il y en a dans tous les camps. Il y en a à gauche, il y en a à droite, il y en a en haut, il y en a en bas, il y en a dans tous les cas. Il y a des gens qui croient que leurs adversaires idéologiques ou politiques sont aux manœuvres de quelque chose de plus grand. Mais en même temps, d'où ça vient cette volonté d'unification? C'est-à-dire que les gens essaient de comprendre le réel, essaient de comprendre les grandes tendances qui affectent le monde et où est-ce que ça s'en va, parce que on veut toujours prévoir pour pouvoir justement s'adapter. C'est très naturel, c'est humain de faire ça, c'est même biologique. Mais en même temps, comment est-ce que on peut aujourd'hui développer, nous consommateurs de médias et citoyens engagés, comment pouvons-nous développer un peu un raffinement de l'analyse qui laisse la place à la diversité, au sens où à la distinction, à la complexité, à trouver que oui, OK, il y a tel groupe d'intérêt, a des lobbyistes, ils font de la pression auprès des politiciens et tout ça, mais ils ne contrôlent pas tout. S'ils contrôlaient vraiment tout, est-ce qu'ils mettraient des milliards de dollars en lobbying? Non. C'est justement pour maintenir maintenir leur influence sur le pouvoir, qui continuent à vouloir influencer et à monétiser cette influence. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à distinguer, faire ces distinctions-là? Et juste pour continuer un peu sur cet aparté, ce même groupe de lobbyistes-là a devant lui d'autres lobbyistes qui ont des intérêts contraires à lui et qui essaient eux aussi d'être influents auprès des politiciens. Juste pour rester dans ce domaine du lobbying, mais ça existe dans tous les domaines. Donc, comment est-ce qu'on arrive à développer le raffinement intellectuel qui nous permet de sortir de ce complotisme naïf qui essaie de tout englober sous un même récit et comprendre qu'il y a des multitudes de récits, de multitudes d'intérêts contradictoires, et pour comprendre ce qui se passe, il faut être capable de les comprendre, de les situer à la fois dans leur généalogie idéologique, mais aussi dans leurs actions de tous les jours. Ben écoute, c'est une bonne question. Je pense que tu viens déjà de pointer quelques pistes de solutions, c'est-à-dire garder en tête justement la complexité des choses, garder en tête qu'effectivement, il y a plusieurs récits qui s'entrechoquent. Évidemment, comment on fait ça au jour le jour? Ben évidemment, il faut s'informer correctement. Rester modeste aussi, c'est-à-dire les gens qui prétendent tout comprendre d'une shot, là, c'est-à-dire, bon, vous avez une grille d'analyse. Faire attention aussi des grilles d'analyse qui sont trop englobantes. Quand est arrivé le conflit israélo-palestinien, en tout cas la reprise du conflit israélo-palestinien, on a vu, moi en tout cas j'ai vu que des gens avaient une lecture pandémique d'un conflit qui remontait bien avant
la pandémie, là, c'est-à-dire un conflit qui est millénaire, qui oppose deux civilisations finalement, deux religions, deux monothéismes, qui oppose deux peuples, Ismaël contre Israël. Donc vraiment un conflit qui a des origines bibliques là, carrément. Là. Et là, tout d'un coup, on ne voyait que les intérêts économiques, peut-être même Pfizer est au travers. Et la question juive, hein, finalement, Francis, on y revient, mais la question juive est extrêmement sensible. Et encore là, on pourrait appliquer concrètement ce que tu dis, c'est-à-dire comment, par exemple, reconnaître que oui, beaucoup de Juifs ont ont des intérêts économiques forts. Puis ça, c'est pas, c'est vrai, là, c'est-à-dire que pourquoi les Juifs ont historiquement eu des positions, ont occupé des rôles importants, que ce soit en sciences ou dans les arts, etc. Pourquoi beaucoup de Juifs se sont illustrés finalement? Ben c'est parce qu'ils ont une longue tradition d'éducation. C'est-à-dire les Juifs ont misé, ça aussi ça s'explique. Là, c'est-à-dire les Juifs ont beaucoup misé sur l'éducation pour survivre à leur multiple exode. Donc c'est très simple. La créativité du minoritaire aussi, là, qui réussit à se patauger. On peut penser par exemple aux Juifs au Moyen-Âge qui ont réussi à se patauger dans un régime de chrétienté oui. Souvent hostile, mais justement cette capacité d'adaptation et de naviguer à travers ces gouvernements hostiles a développé en eux une capacité d'adaptation et justement une débrouillardise exceptionnelle. Exactement. Ouais. Mais beaucoup l'éducation, c'est-à-dire, tu sais, quand on dit au Québec, ça fait quoi de... Quand tu es de la troisième génération qui était là à l'université, c'est déjà miraculeux. Là. Chez les Juifs, on peut parler de nombreuses, de 8, 9, 10 générations qui sont allées à l'université. Pas tous les Juifs, par contre, ont ces niveaux d'éducation. Je sais, par exemple, chez les assidiques comme les orthodoxes, c'est pas la même philosophie. Mais par exemple, appliquons concrètement ce que tu nous demandes. C'est-à-dire avoir un certain raffinement dans l'analyse. C'est-à-dire comment on reconnaît que oui, beaucoup de Juifs ont eu du pouvoir et ont du pouvoir dans l'histoire. On le voit, Israël est un État plus puissant que ses voisins. D'une certaine façon, tant mieux pour eux. Et si vous n'êtes pas d'accord, ben faites mieux. Ouais, puis soyez pas jaloux, hein. C'est quelque chose, c'est pas beau ça, cette espèce de jalousie. Il faudrait taper sur engagez-vous, participez et compétitionnez, il n'y a pas de problème avec ça. Ça traduit une sorte de complexe d'infériorité, c'est pas très chic. Et donc, comment reconnaître ça sans tomber dans l'antisémitisme un peu, puis dire, là, les Juifs, il faut finalement les rayer de la carte comme l'ont voulu, évidemment, les nazis, etc., parce que plusieurs d'entre eux occupent des postes importants dans le monde. Donc, est-ce qu'on peut effectivement avoir un raffinement dans l'analyse et faire la part des choses? Évidemment, c'est pas simple. Mais j'ai vu, là, il y a un antisémitisme vraiment qui est encore très présent en Occident et ailleurs, dans le monde arabe, forcément. Là, c'est très, très, très fort. Et par exemple, Sheinbaum, j'y reviens, là, mais Sheinbaum, après mon entrevue, il y a des gens qui veulent juste savoir, es-tu sioniste ou non? Non, mais c'est parce que la question, c'est pas de savoir si Mme Sheinbaum est sioniste. C'est dans le contexte mexicain, c'est de savoir, es-tu à gauche, es-tu à droite? Est-ce qu'elle est... c'est quoi son programme? Est-ce qu'elle est pour la militarisation du Mexique? Qu'est-ce qu'elle fait avec les cartels? T'sais, on se retrouve avec des sujets complètement exotiques. Là. C'est-à-dire, Sheinbaum, sa priorité, c'est plus affronter les cartels qu'aller visiter la bande de Gaza. Là. C'est complètement déconnecté. Donc, je pense qu'il faut rester humble, en fait. En tout cas, essayer de rester humble, essayer de rester modeste devant... Vous aussi des pays qu'on connaît pas toujours. Là. On peut pas non plus appliquer nos grilles d'analyse, les plaquer sur un autre pays. C'est-à-dire, du jour au lendemain, tu as une première présidente égyptienne. Bon, les médias apprennent qu'elle est à gauche. C'est pas nécessairement Valérie Plante, la prochaine présidente égyptienne. Là, vous comprenez? De dire Sheinbaum, c'est Valérie Plante. Je sais. Moi, j'étais à Mexico, j'habitais là, c'était notre mairesse. Je sais, c'est ma mairesse, Claudia Sheinbaum. Je sais qu'elle a une petite tendance woke, voire une bonne tendance woke, mais elle est à la tête d'un parti qui n'est pas vraiment woke et qui a d'autres 90% du système médiatique. Donc, comment avoir ce raffinement-là? Bien évidemment, c'est prendre le temps de s'informer, mais aussi, je le répète, rester humble et dire, tu peux pas arriver du jour au lendemain et dire, moi, je comprends tout ce qui se fait en Argentine. Moi, par exemple, j'ai pas la prétention de penser que je comprends tout ce qui se fait en Thaïlande. Et si on me pose la question dans une entrevue, je vais me dire, j'ai aucune idée, moi, ce qui se passe en Thaïlande. Je vais envoyer un correspondant de Libre Média là-bas et lui nous expliquera ce qu'est la Thaïlande. Je n'ai pas la prétention de comprendre la Thaïlande. Donc, essayons de rester humble et modeste.
Et essayons de garder en tête que les sociétés sont extrêmement complexes et qu'on peut pas plaquer des grilles d'analyse un peu n'importe comment qui sont les nôtres sur des sociétés ou des phénomènes qui finalement doivent être analysés selon d'autres grilles d'analyse. Tu sais, c'est la monovariable. Tu sais, une grille d'analyse qu'on applique universellement. C'est forcément un risque. Et les médias québécois ont peut-être participé justement à enflammer ce complotisme-là en nous gardant dans des interprétations québécoises de ce qu'est la gauche et la droite et en essayant de les appliquer tant au printemps arabe ou à des choses des mouvements sociaux qui ont absolument rien à voir avec cette compréhension assez restreinte des concepts, là. Donc, on a affaire à justement des gens qui veulent un discours alternatif, mais qui sont enfermés par des catégories ou des façons de faire psychologiques, là, des catégories qui de 50 ans d'anciens médias simplistes. Oui, c'est presque des mantras, là, tu sais. Puis on le voit, là, c'est la tentation d'appliquer, évidemment, la grille d'analyse trumpienne à Poilievre, là, tu sais. Donc, Poilievre, c'est Trump. Trump, c'est Poilievre. Bon, tu sais, c'est encore là, c'est très, très simpliste. Je dis grille d'analyse. Est-ce que c'est peut-être pas une grille d'analyse? C'est peut-être juste une espèce de comparaison facile. Mais oui, il faut se faire attention. Puis oui, c'est malheureusement, il y a des gens parmi les critiques des mesures sanitaires qui ont dérapé et qui dérapent encore. Là. De toute façon, c'est pas un secret là, ce que je dis aujourd'hui. Les auditeurs le savent et ils appartiennent pas à cette catégorie. Mais l'antisémitisme décomplexé de cette manière-là, vraiment, est un peu gênant. Là. Je sais pas, en fait, je me questionne, c'est qui est parti ça? Parce qu'on le voit qu'il y a des spins sur les réseaux sociaux, donc il y a des gens qui sont écoutés et qui partent une idée. Et je sais pas qui a parti l'idée que Claudia Sheinbaum était la candidate d'Israël, mais si un auditeur le sait, pouvez-vous m'envoyer un courriel? J'aimerais me pencher là-dessus parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui me fascine et qui me décourage. Sortir de la naïveté du récit en s'informant à des sources capables de manifester la complexité du réel, vous pouvez le faire évidemment en consultant Libre Média au libre-media.com. Libre Média, c'est beaucoup plus qu'un site web. C'est votre porte d'entrée dans l'univers médiatique. À Libre Média, nous croyons qu'il faut vous donner les moyens d'accéder aux informations qui comptent pour vous. Gardez une longueur d'avance grâce à nos analyses approfondies et à notre couverture exhaustive. Pour tous les détails, visitez notre site web au libre-media.com. Aimez, partagez, abonnez-vous dès maintenant. Libre Média, parce que vos choix sont importants. Nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, tu as pu rencontrer la semaine dernière le journaliste documentariste à la retraite. Là, il l'a dit plusieurs fois dans l'entrevue, Carl Zéro, cette grande vedette du journalisme français. Alors, parle-nous un peu là, comment tu as aimé ton expérience. Oui, ben écoute, Carl Zéro, qui est un personnage médiatique français effectivement bien connu du public, était de passage non pas à Montréal, mais à Boucherville la semaine dernière pour une grande conférence sur la pédocriminalité organisée par les Productions France-Québec, donc une conférence qui a réuni plusieurs intervenants, notamment le réalisateur Claude Barnérias, qu'on a reçu aussi dans un épisode de Délit d'opinion sur YouTube, et la criminologue Maria Mourani, que vous connaissez, qu'on a aussi reçu 2 fois aux grandes entrevues. Donc, une grande conférence qui, je le pense, s'est très bien déroulée. Et Carl Zéro était là et on a eu l'occasion de le passer en entrevue sur son sujet de prédilection depuis quelques années, les réseaux pédocriminels. Donc, encore une fois, sans revenir au complotisme, vous voyez, c'est quelqu'un qui est capable de faire la nuance. C'est-à-dire quelqu'un qui nous dit que oui, il y a des réseaux pédosatanistes ou en tout cas ce qu'on appelle sur le web, oui, le pédosatanisme, ça existe, mais tu vois, il nous dit que c'est évidemment pas la majorité des pédophiles n'appartiennent évidemment pas à ce courant-là. Donc, quelqu'un qui est capable de distinguer, si on veut, les niveaux de pédophilie. Donc, la pédophilie ordinaire, l'inceste, celle qui se passe à l'intérieur des familles, celle qu'on ne voit pas. Le deuxième niveau, pour résumer, ce serait la traite de personnes, c'est-à-dire le trafic humain. Donc là, on a des réseaux. Là, on commence à voir apparaître, c'est ça, des réseaux organisés qui
réduisent en esclavage sexuel des enfants et des adolescents. On en a parlé beaucoup au Mexique. On a eu des reportages d'Alexis Brunet sur ces migrants qui deviennent la cible de réseaux pédocriminels. Donc, allez reconsulter ces articles-là qui sont toujours d'actualité. Et le troisième niveau, celui qui fascine le plus et qui est invraisemblable, c'est les réseaux pédophiles de type sectaire ou cultuel, ou quand finalement d'abuser des enfants devient une sorte de rituel et ça devient une composante d'une forme de religion plus ou moins ésotérique. Donc, encore une fois, tu vas être capable de distinguer faire les nuances. C'est-à-dire, donc, Carl Zero qui déballe un peu qui nous dévoile ses motivations, etc., dans le cadre de cette entrevue de près d'une heure, qui est déjà, je pense, assez appréciée, hein, déjà plus de 20 visionnements au moment où on se parle. 20 000 visionnements, donc elle roule bien, l'entrevue. Donc, allez voir ça pour en savoir plus sur un phénomène troublant, mais dont on parle pas assez. Et tu vois pourquoi il y a un tabou, hein? Pourquoi on entretient le tabou? C'est une question que j'ai posée. Pourquoi il n'y a pas de mouvement MeToo, hein, des victimes de pédophilie? Tu sais, on a eu, évidemment, on le sait, le mouvement Moi aussi en français, qui a libéré la parole des femmes. Pourquoi on n'assiste pas au même mouvement pour la pédophilie? Enfin, lui, il est optimiste, mais je vous laisse l'écouter. Mais toi, je te repose la question, je te renvoie la question comme un miroir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi est-ce que la société est incapable de faire un mouvement comme celui-là pour ce qui est de la pédophilie? Bonne question. Moi, j'irais de ma réponse pour te laisser penser parce que t'es pas préparé. Mais pour moi, il peut y avoir une panoplie de réponses, mais j'ai l'impression que justement cette espèce d'utopie, une projection de nous-mêmes comme société progressiste, une société qui serait dans la bonne direction, une société qui va vers davantage de liberté, vers davantage d'égalité, de justice et tout ça, ce grand récit un peu naïf du progressisme qui sert de matrice mentale pour la majorité de la population, du moins au Québec, on peut s'élargir en Occident. C'est ce genre de mouvement-là de pédocriminalité, de la grandeur et de l'horreur, d'un côté de l'horreur de la réalité de la pédocriminalité et de la grandeur de ce mouvement-là. Si on regarde Interpol et tout ça, on peut penser aux statistiques sur les réseaux de pédocriminalité et la quantité de photos pédopornographiques qu'on peut retrouver, par exemple, sur le dark web. C'est des millions et des millions et des millions. Donc, faire état ou prendre note ou prendre cause de cette réalité détruit le système progressiste, détruit le récit, le récit progressiste qu'on va vers un monde plus juste, plus équitable et tout ça, et que tous les impôts qu'on paye finalement servent à quelque chose. Si on accepte, pour moi, si jamais un jour il y a un mouvement MeToo de la pédocriminalité, on sera au moment d'un renversement d'un récit du progressisme, c'est-à-dire on est sur un chemin vers le progrès, vers un récit inverse, celui de la décadence, c'est-à-dire que non seulement nous ne progressons pas dans la vertu et dans le bonheur collectif, mais nous régressons. Et donc ce passage est tellement impensable. C'est-à-dire que, imaginez-vous, là, vous avez affaire à une population en Occident, là, où est-ce que la grande partie de la population c'est leur façon de s'orienter dans le monde que ce récit progressiste-là. Donc, si vous les sortez, on pourrait avoir affaire à un traumatisme total et générationnel qui ferait en sorte que les gens seraient même plus capables de se lever le matin de leur lit pour pouvoir, puisqu'il n'y aurait plus aucun sens, ils n'arriveraient plus à lire leur propre expérience de vie. Donc, c'est sûr que moi, c'est ma théorie sur le pourquoi un mouvement MeToo de la pédocriminalité est, disons, peu probable dans les années à venir. C'est que ça remettrait en question, ça serait un retournement complet de la psyché occidentale. Ouais, peut-être. Les gens sont tellement effectivement conditionnés, hein, à croire que la société a évolué dans la bonne direction.
Oui, peut-être un choc à ce niveau-là. Après ça, bon, les gens te diraient les questions d'intérêt, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui font de l'argent, par exemple, en mettant en scène ou en contribuant à cette hypersexualisation, là, je parle pas de pédophilie, mais c'est assez clair, là. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez des grandes plateformes qui diffusent à répétition des vidéos avec des enfants dans des mises en scène où on les hypersexualise et qu'on fait beaucoup d'argent avec ça, ben évidemment, il y a des gens qui du jour au lendemain voudront pas abandonner ce genre de pratique parce que ça, c'est un fléau dont on parle depuis plusieurs années. Donc, au-delà c'est une drogue aussi, c'est-à-dire qu'il en parle, Carl Zero, dans l'entrevue qu'il t'a accordé, là, qu'on peut trouver sur la chaîne YouTube de Libre Média. Il y a un problème, c'est-à-dire que c'est une drogue, c'est-à-dire que c'est psychiquement, là, ou disons psychologiquement, le cerveau en vient à s'habituer aux images de plus en plus hard, là, de plus en plus violentes. Et donc, plus c'est comme celui qui commence son parcours de drogué en fumant du pot et finit graduellement besoin de toujours plus. C'est un peu la même chose dans la pédopornographie. Ouais. Donc, on a affaire aussi à on pourrait dire c'est de la dopamine, là, je crois, là, qui est sécrétée, là. On a affaire à des populations entières qui sont complètement accros à cette injection de dopamine. Et donc, comment effectuer ce retour, faire des politiques sociales qui fait en sorte qu'il y a personne ou de moins en moins de personnes qui tombent dans ce piège, mais en même temps, comment récupérer ou faire une espèce de désintox pédopornographique global, parce que là, on a vraiment affaire à des millions et des millions de photos et des millions de crimes qui sont faits avec l'esclavage humain dans des pays en voie de développement souvent. Donc là, on a vraiment affaire à un problème de santé publique, là, j'ai l'impression. Oui, puis on a affaire à des industries puissantes. Évidemment, la pédopornographie, ça, c'est pas légal, là, forcément et heureusement. Mais il y a beaucoup d'argent là, en circulation grâce à cette pédophilie concrète et numérique, etc. Madame Mourani nous parlait des deepfakes. Donc, il y a toute c'est imbriqué à l'évolution de la technologie, des réseaux sociaux, de la pornographie. On a affaire finalement, c'est intimement lié finalement aux GAFAM, tout ça, là. Donc, quand il y a des gens inquiets sur les réseaux sociaux qui nous disent que bon, l'élite californienne est plus ou moins pédophile, bon, ça manque de nuances, là, mais on comprend que c'est finalement cette intuition que l'industrie du divertissement qui est maintenant beaucoup numérique, là, fait la promotion de ce genre d'imaginaire pédophile. Et c'est en partie vrai, là. On le voit sur Instagram, on le voit sur TikTok. Donc, tous ces jeux où les enfants sont appelés à imiter des vedettes ou des chanteurs ou... Et comme vous pouvez l'entendre, et ceci n'est pas un deepfake, la réalité de père de famille en 2024 fait en sorte que même dans les enregistrements de podcasts, nous entendons des enfants, mais des enfants rire cette fois-ci et des enfants qui sont manifestement heureux. Alors, pour visionner cette entrevue de Jérôme Blanchet-Gravel avec le journaliste et documentariste Carl Zero, vous n'avez qu'à syntoniser la chaîne YouTube de Libre Média ou visiter tout simplement notre site web de Libre Média au libretradingmedia.com. Un dernier article publié dont nous avons discuté. Un dernier article dont nous allons discuter aujourd'hui dans ce balado, Jérôme Blanchet-Gravel, un article de Simon Leduc publié sur Libre Média. La stratégie de victimisation de Donald Trump fonctionne bien. Alors, Simon Leduc a pu s'entretenir avec l'analyste de la politique américaine, Donald Cuccioletta, et selon laquelle, justement, les déboires judiciaires de Donald Trump contribueront à le propulser dans les sondages et à faire de lui un martyr aux yeux d'une bonne partie de l'opinion publique et évidemment, éventuellement, le faire élire à la présidence des États-Unis. Alors, parle-nous un peu de quel est le contenu là, de cette entrevue réalisée par Simon Leduc. Oui, je vais laisser à Donald Cuccioletta, qu'on invitera au podcast, l'occasion de répondre. Mais ce qu'on constate à travers tout ce procès là, intenté contre Donald Trump, c'est la décadence des États-Unis. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui relève carrément du déclin dans le sens où
depuis quand une actrice pornographique, et là, tu vois, on revient à tout ce qui est pornographie, divertissement, etc. Une actrice pornographique peut-elle finalement... je ne vais pas dire faire chuter le président américain parce que finalement, c'est le contraire qui va se produire. Mais on est devant quelque chose qui est tout à fait rocambolesque, qui est burlesque, enfin. En fait, on atteint des niveaux d'instrumentalisation aussi des tribunaux qu'on n'avait jamais vus dans l'histoire des États-Unis ou du moins dans l'histoire récente. Donc, des degrés de corruption aussi, je pense, là, de la magistrature. Bon, là, c'est des accusations un peu grosses, là. Mais vous comprenez que le procès de Donald Trump est éminemment politique et c'est extrêmement, évidemment, dangereux. C'est toujours dangereux d'essayer de mettre en prison d'abord des présidents parce que ça comporte des risques de polarisation qui sont énormes. Il y a quelque chose d'un peu d'irresponsable dans le sens où, sans prôner l'immunité présidentielle, il y a quelque chose qui est absolument qui est dangereux là pour une démocratie, surtout pour une démocratie qui a déjà connu la guerre civile, la guerre de sécession, qui est apparemment la plus grande démocratie au monde, qui l'est de moins en moins. Mais quelque chose de fondamentalement décadent. Je pense que c'est comme ça que c'est interprété aussi dans les autres pays. Ça imaginez, vous êtes en Iran et on voit un ancien président être accusé par une actrice pornographique, en fait. Là. Je sais pas si vous voyez. D'ailleurs, pour les autres pays où, disons, c'est moins libéré sexuellement ou du moins où les mœurs sont un peu différentes, c'est complètement décadent. Imaginez comment c'est interprété en Chine, un ancien président qui... dont la réputation peut être anéantie en raison d'une actrice pornographique. Il y a quelque chose d'absolument incroyable là-dedans. Là. Oui, mais on peut voir aussi cette question-là dont on a parlé dans la première partie de l'émission entre mon analyse entre les deux grands récits, celui du progressisme et celui de la décadence. On peut avoir... parce que si on est prêt à aller à courir tous les risques que tu viens d'énumérer en mettant Donald Trump, disons, sur le banc des accusés et maintenant sur le banc des condamnés, entre guillemets, c'est qu'on pense que tous ces sacrifices et tous ces dangers éventuels dont tu en fais mention valent la peine. Pourquoi? Donc, il faut qu'il y ait un mal correspondant à tous les dangers dont tu viens de parler. Donc, tu viens même d'énumérer une possible guerre civile ou disons dans un monde qui a déjà ou dans un pays qui a déjà vécu la guerre civile. Donc, on a affaire à des gens, c'est-à-dire le Parti démocrate, entre guillemets, qui a tellement peur de Trump qui est prêt à courir tous ces risques que tu viens d'énumérer. Donc, d'où vient cette peur de Donald Trump chez une grande partie de l'establishment démocrate, et même républicain parfois. Donc, d'où vient cette peur, d'où vient cette méfiance ou cette incapacité à conceptualiser ou à voir le réel, c'est-à-dire voir les différentes politiques, par exemple, que sa première présidence de Donald Trump a fait. Donc, la première présidence de Donald Trump n'a pas mené à l'effondrement des États-Unis. Et pourquoi une deuxième présidence mènerait à l'effondrement des États-Unis? Donc, cette peur exagérée d'une présidence de Donald Trump et ces différents et la volonté ou disons, cette nonchalance par rapport à l'instrumentalisation du système juridique américain et des possibles conséquences. Comment comprendre un peu cette peur-là des démocrates? Est-ce qu'on a affaire... Ma théorie, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a affaire à deux grands récits et le récit du progressisme, c'est-à-dire on va vers le mieux, on va vers... etc., versus le récit de la décadence. Décadence incarnée un peu par Donald Trump au sens où quand il dit « Make America Great Again », donc il considère que l'Amérique est en décadence. Il veut la remettre sur pied, mais le constat, c'est qu'elle est en décadence. Donc, on a affaire justement à ces deux grands récits de la décadence versus du progressisme. A-t-on affaire à cette dynamique-là aussi dans le cas de Donald Trump, selon toi? Ben, je pense qu'on est devant beaucoup de sectarisme idéologique, donc vraiment le refus de l'autre au sens, le refus d'accepter qu'il y a des gens qui pensent différemment. Donc, pourquoi on a peur de Trump? Ben, on a peur finalement de perdre le monopole finalement du discours point. On a plus peur de Trump qu'on a peur de l'instrumentalisation et du non-respect de la séparation des pouvoirs.
Donc, on peut imaginer la séparation des pouvoirs, là, enlever ça, là, c'est quelque chose de grave. C'est la définition d'un régime autoritaire, c'est le manque de séparation des pouvoirs. Donc là, on est prêt au niveau démocrate de sacrifier la séparation des pouvoirs pour éviter une éventuelle régime autoritaire de Donald Trump. Mais on est en train de créer ce dont on a peur. Ben c'est ça, c'est Trump est d'une certaine façon le produit des démocrates. Hein, c'est ça l'affaire. C'est-à-dire Trump, c'est un symptôme du déclin que lui-même déplore d'une certaine façon, parce que ça reste un personnage qui a été plusieurs fois très vulgaire, qui a des manières assez douteuses. Donc, le fait que les Américains aient besoin d'une figure aussi explosive et chaotique que Trump pour répondre à leur sentiment de dépossession, leur sentiment d'aliénation qui découle des politiques démocrates, la perte de contrôle finalement qu'ils ressentent, tout dans les villes, évidemment, les villes dirigées par des démocrates où l'explosion, évidemment, de l'itinérance, l'immigration massive, forcément provenant d'Amérique centrale, l'Amérique latine. La crise des opioïdes, la drogue et tout ça, la violence. Donc, la peur de Trump, c'est ça. Trump et lui-même fait partie de toute cette... De cet emballement du système. Mais j'ai l'impression que, en fait, Francis, c'est comme des deux côtés, là. Et c'est frappant à quel point les États-Unis actuellement ressemblent au Brésil. Vraiment une société qui est aussi ultra polarisée, exactement de la même façon. Et ça donne que c'est les deux grands pays des Amériques. Là. Le Brésil et les États-Unis, c'est les deux pays les plus populeux des Amériques et ils se ressemblent de plus en plus. Là, au Brésil, vous avez eu un Lula qui est allé en prison quand même. Et bon, on peut se questionner, est-ce que Lula était véritablement corrompu? En même temps, qui n'est absolument pas corrompu quand on arrive au pouvoir au Brésil? C'est-à-dire, évidemment, il faut faire aussi prendre acte de ce qui est le système comme tel. Là. C'est-à-dire, est-ce que les degrés de corruption sont tellement imbriqués, tout ça, en Amérique latine, que est-ce qu'on peut véritablement prendre la tête d'un pays sans avoir eu connaissance de certains systèmes de corruption? C'est probablement impossible, en fait. Donc là, on réclame la pureté dans un système extrêmement sale. Là. C'est à peu près impossible. Donc Lula, qui est allé en prison quand même et qui a été repris le pouvoir, bon, on pourrait quasiment, en fait, de manière contre-intuitive, retourner le problème et comparer même Trump à Lula d'une certaine façon. Les gens disent ça n'a aucun bon sens parce que Trump, c'est l'ami de Bolsonaro. Mais d'une certaine façon... C'est les mêmes dynamiques. Malgré les conflits de personnalité et d'idéologie, il y a la même dynamique sous-jacente. Et ça se crée dessus et vraiment, chaque fois qu'on peut utiliser la formule d'impeachment, on va l'utiliser. Donc, c'est deux camps qui sont complètement hermétiques et qui sont prêts, je pense, tous les deux, en fait, à faire toutes les manigances, employer tous les moyens possibles, finalement, pour garder le pouvoir. Et je sais pas, je sais que les gens disent que les démocrates sont pires que les républicains dans ce domaine-là, mais j'ai l'impression qu'on est encore une fois devant deux univers hermétiques et on le voit avec la nomination chaque fois des juges à la Cour suprême, c'est des nominations éminemment politiques et partisanes. Donc, tout ça contribue à ce que les États-Unis, en fait le système politique américain, soit finalement la cible de deux courants qui ne respectent plus, en fait, le fait que la démocratie soit basée quand même sur une certaine passerelle entre tous les camps. Là. Il n'y a aucune forme de collégialité, finalement, dans le fonctionnement des institutions américaines. Et c'est vraiment inquiétant parce que c'est quand même censé être... D'abord, c'est notre voisin. Et c'est censé être la première démocratie au monde. Donc, disons que les symptômes de déclin sont évidents. On peut voir peut-être aussi des effets des réseaux sociaux. On sait que les réseaux sociaux, il est fait le bulle médiatique et on se conforte et on a l'impression de plus en plus que l'autre devient un ennemi. Ça peut avoir un effet sur la psyché des électeurs. Donc, peut-être qu'on est en train d'être manipulé par des algorithmes en ce moment. L'algorithme qui sont eux-mêmes qui ont peut-être échappé à leurs créateurs aussi, là, pour éviter une espèce de complotisme. Ouais. Donc, il faut prendre garde à ses propres tendances idéologiques et toujours essayer de relativiser et de garder peut-être ce tronc commun peut-être qui est nécessaire à toute société, c'est celui de garder justement cette notion de la dignité humaine. Mon adversaire politique a quand même une dignité humaine, c'est un frère en humanité et donc à partir de ce socle solide de la fraternité nationale, pourrions-nous dire, construire quelque chose
de nouveau et relativiser un peu nos opinions, parce que là, on a affaire à véritablement une absolutisation de la bonté de son propre camp, de la malice de l'autre. L'autre devient un diable, vraiment l'incarnation du mal. Et moi, je deviens la pureté incarnée. On a l'impression que les deux camps voudraient mettre le président d'en face, le candidat d'en face en prison. Là, c'est-à-dire, on entend autant chez les républicains dire Biden devrait être en prison que chez les démocrates entendre Trump devrait être en prison. À partir du moment où vous êtes devant ça, vous êtes devant un éclatement très clair du système démocratique. Là. Au Brésil, c'est la même chose. Donc, Lula est en prison. Non, c'est Bolsonaro qu'on devrait mettre en prison. Mais là, est-ce qu'il y a un président qui ne doit pas être mis en prison? c'est ça, c'est vraiment dangereux. On voit ça aussi en Amérique latine. Récemment, Castillo a été démis au Pérou. Donc, c'est trop polarisé. Il faut quand même, il va falloir qu'on retrouve, sans tomber dans la logique du parti unique, parce que ça a été une tendance forte durant la pandémie, parce que nous, c'est comme l'autre extrême à l'Assemblée nationale du Québec, l'autre extrême où là, c'est le consensus absolu presque sur bien des sujets malgré tout. Là, c'est l'autre extrême. Ça, c'est le parti unique. Mais la polarisation telle qu'on la voit actuellement et témoigne de fissures très nettes dans le social. Ouais, mais je te laisse lancer ton hypothèse. Mais non, mais peut-être que ce consensus-là dont tu fais mention au Québec est peut-être dû à la poltronnerie québécoise, c'est-à-dire que on a affaire à des gens qui sont eux-mêmes incapables de se mettre en position où est-ce qu'ils pourraient risquer la prison. Mais peut-être que justement cette psychologie ou cette instrumentalisation du judiciaire dont on a vu l'inefficacité durant la crise de la COVID, là, peut-être que les politiciens se rendent compte que il y a comme une chape de plomb qui pèse sur tout le monde. Et ce consensus est dû à une peur d'éventuelles représailles judiciaires contre eux s'ils sortaient du groupe. Je sais pas, des hypothèses comme ça. Là. Oui. Mais c'est intéressant. Ben là, on vient à bout de l'émission. Mais quand on a un Trump qui dit, regardez, c'est de la fausse justice, les magistrats sont corrompus, c'est exactement le discours qu'avait non pas Bolsonaro, mais Lula au Brésil, donc un type de gauche qui dit non, ce que vous dites, c'est un tissu de mensonges. On est devant des manigances là, du pouvoir. Donc, c'est le discours que Lula avait tenu avant de finir en prison et lorsque il a eu son procès. Donc, toujours cette tendance des deux côtés à faire des procès aux ex-présidents. En tout cas, bref, ça augure pas grand-chose de positif. Là. Mm-hmm. Et le mot, c'est machination. Oui, c'est ça. Et donc, vous l'avez bien compris, Libre Média est un média qui va toujours garder cet angle d'analyse de l'importance et de la centralité de la séparation des pouvoirs. Alors, mon cher Jérôme, en terminant, quel est ton grand enjeu de la semaine? Qu'est-ce qui a distrait l'attention de nos chers amis et concitoyens québécois et qui leur empêché de peut-être s'intéresser aux choses qui le mériteraient? Par exemple, la possibilité de l'augmentation de l'inflation et de la baisse du taux directeur. Mais je te laisse aller. Quel est le grand enjeu de la semaine? Oui, ben c'est un article du Journal de Montréal intitulé « Barbecue au feu de camp. Comment éviter les explosions dans sa cour ». Donc, les conseils du Journal de Montréal et de Québécois pour survivre à l'été, c'est commencé. Je pense que c'est le premier de nombreux conseils qui vont suivre. Donc, évidemment, si vous voulez que votre cour arrière n'explose pas, bien, allez écouter la vidéo de TVA Nouvelles. Évidemment, je dis ça à la blague parce que je pense que vous avez d'autres choses, vous avez mieux à faire, chers auditeurs, mais quand même, l'été de tous les dangers. De tous les dangers, mais on peut aussi dire à ceux qui n'ont jamais eu de barbecue et qui seraient la première saison, profitez-en parce qu'on va sûrement nous empêcher de faire des barbecues dans l'avenir. Et deuxièmement, si vous ne l'avez jamais fait, lisez le manuel d'instruction. Donc, on a affaire d'une certaine façon à une journaliste, on pourrait dire un journalisme de manuel d'instruction auquel on a affaire. Peut-être qu'on devrait se lancer là-dedans, Libre Média, prendre les manuels d'instruction des appareils qui nous entourent et en faire des articles. Peut-être c'est une piste à suivre. Qui sait? Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invités à nous rendre visite au libre-media.com, sur X, TikTok. Et si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Jérôme, bon week-end à toi. Pareillement.
Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.